Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux, j'ai l'impression, ce soir à ce premier webinaire Côtoie, consacré à la loi Elan et plus particulièrement au décret du 2 juillet dernier, venant préciser l'ordonnance du 19 octobre 2019. Je suis accompagnée ce soir de Maître Bobot, avocat expert en droit de la copropriété, mais aussi formateur pour les comptes de l'UNIS et de l'AFNAIM. Bonsoir Maître. Je vous laisserai vous présenter, mais tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Annabelle Morera, je suis manager syndic chez Côtoie. Côtoie qui est un syndic professionnel de nouvelle génération qui vient apporter des solutions personnalisées et adaptées à chaque copropriété en fonction de leurs besoins, tout en incluant les missions réglementaires qu'impose la loi. Maître, je vous laisse vous présenter. Oui, merci. Merci Annabelle. Je suis donc avocat, expert en droit de la copropriété et du cabinet BJA Avocat. On est une équipe d'avocats intervenant en région parisienne, mais également sur tout le territoire national, sur les problématiques qui interviennent en matière de copropriété et qui sont nombreuses, tant la vie dans ces ensembles peuvent être parfois générateurs de troubles. Voilà pour une première présentation. J'ajouterai qu'on publie assez régulièrement des articles d'actualité sur des revues spécialisées, mais également sur notre site internet, donc bjavocat.com, sur lequel vous pouvez retrouver, en vous abonnant, des articles sur les dernières actualités. Ok, merci pour ces précisions. Sachez aussi donc qu'un module de chat est disponible afin que vous puissiez poser toutes vos questions. Nous avons prévu donc un petit temps d'échange à la fin, une dizaine de minutes, pour faire une petite synthèse. On va faire une petite présentation d'une demi-heure et on consacre 10 minutes à la fin pour les questions que vous aurez à poser. Par contre, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas de nous indiquer votre adresse mail dans le petit chat. Nous y répondrons directement par mail dans les jours prochains. Et surtout, elles ne sont pas visibles par tous, donc n'hésitez pas à laisser votre adresse mail, pas de problème, on y répondra personnellement. Maître, pour commencer, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon sur les lois qui régissent un petit peu le monde de la copropriété. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel ? Oui, bien sûr. La copropriété, c'est avant tout un régime qui a été inventé et créé par la pratique, puisque si on remonte à 1804, c'est-à-dire au Code civil, il n'était pas prévu de régime pour la copropriété. C'est les praticiens qui ont inventé des règlements de copropriété. On a eu une première grande loi qui est intervenue en 1938 qui a tout simplement consacré ce que les praticiens avaient inventé, c'est-à-dire que la copropriété, c'est un régime dans lequel un immeuble est séparé entre plusieurs parties, des parties privatives qui sont l'usage exclusif des copropriétaires et des parties communes qui sont les espaces qui sont utilisés par tous les copropriétaires et pour lesquels on a besoin d'avoir un syndic qui est l'administrateur, le mandataire, le représentant légal qui va gérer pour le compte des copropriétaires cet ensemble. Seulement, cette loi de 1938 était un peu muette sur ce qui devait impérativement exister, la protection de règles d'ordre public. Donc, la loi du 10 juillet 1965 est véritablement venue donner le cadre qu'on utilise aujourd'hui et c'est encore la loi qui est applicable. Donc, si jamais vous voulez faire une recherche sur les textes qu'on va viser aujourd'hui, eh ben, il vous suffit de taper sur Google article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et vous aurez les règles de majorité. Donc, c'est le site Légifrance, naturellement, qui est le site qui vous donnera les informations légales actualisées. Plus besoin nécessairement d'avoir, comme on a aujourd'hui, les codes de la copropriété. C'est la loi du 10 juillet 65. Ensuite, et je vais très rapidement, la loi de 1985 a prévu que le conseil syndical serait un organe
obligatoire, c'est-à-dire que pour avoir un intermédiaire entre l'Assemblée générale, c'est-à-dire l'ensemble des copropriétaires, et le syndic, eh bien, on a cet organe qui contrôle et assiste le syndic dans sa gestion. C'est une courroie de transmission, c'est un facilitateur. Ensuite, on a la loi Allure, qui a été une très grande réforme en copropriété, qui a permis de lutter contre les copropriétés dégradées, de prévoir une immatriculation de toutes les copropriétés, de prévoir un fonds de travaux pour pouvoir anticiper des gros travaux qui sont nécessaires. Donc, la loi Allure, ça a été un certain nombre d'avancées pour les droits des copropriétaires, et notamment le contrat type qui liste les prestations que le syndic doit rendre de manière limitative. Et on en vient maintenant à la deuxième vague de lois qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui. D'accord. Donc effectivement, la plus importante, je crois, à retenir, c'est quand même celle du 10 juillet 65, qu'on évoque toujours en tant que syndic. Aujourd'hui, on a la toute dernière, la loi Elan, portant sur l'évolution de l'aménagement et du numérique. Elle vient réformer, mais aussi moderniser certains pans de la copropriété. Est-ce que justement, on peut revoir un petit peu les grandes dates à retenir, puisque je sais qu'il y a eu la parution en novembre 2018, puis ensuite les ordonnances, décrets, et je crois qu'il y a des choses à venir. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes et les dates à retenir peut-être ? Mais oui, c'est une sacrée saga, cette loi Elan, puisque ce n'est pas une réforme, mais 3 réformes qui interviennent de manière successive. On a d'abord la loi Elan, donc du 23 novembre 2018, qui a pris un certain nombre de dispositions d'application immédiate. C'est-à-dire que depuis le 23 novembre 2018, il y a eu beaucoup de changements. Je donne quelques exemples. Le transfert des colonnes montantes électriques a été rendu automatique à la date du 24 novembre 2020. Donc, les colonnes montantes sont transférées automatiquement du syndicat à Enedis, qui a en charge l'entretien de ces équipements, ce qui est des équipements très lourds et donc ce qui est une bonne chose pour la gestion des syndicats. Ouais. Il y a la super procédure de recouvrement de charges. C'est une procédure qui permet d'accélérer le recouvrement en demandant vis-à-vis des copropriétaires de mauvaise foi les charges, pas seulement du trimestre, mais de toute l'année en cours, en plus des charges travaux. Il y a la réduction de la période de prescription qui est passée de 10 à 5 ans. La réduction du délai de notification du procès-verbal d'Assemblée générale qui se faisait avant en 2 mois, qui est passé à 1 mois. L'obligation de dénoncer les marchands de sommeil pour le syndic. Donc, si jamais vous avez des informations sur des marchands de sommeil, il ne faut pas hésiter, si vous avez des preuves naturellement, de l'indiquer au syndic pour dénoncer ces pratiques malheureuses. Et voilà, il y a eu un certain nombre de nouvelles modifications. On ne peut pas tous les lister. Notre point, c'était de faire le calendrier de la réforme. Donc, oui. La loi, en plus de toutes ces modifications d'application immédiate, elle a donné 2 habilitations au gouvernement pour prendre des ordonnances. Alors, pour les gens qui ne sont pas des juristes, une ordonnance, ça a la même valeur qu'une loi, sauf qu'elle est prise par le gouvernement qui reçoit justement une habilitation de la part d'une précédente loi. Donc, le gouvernement, il a donc pu travailler, et il a beaucoup travaillé, pour adopter le 30 octobre 2019 la première ordonnance qui vise à réformer en profondeur le statut de la copropriété. Pour que cette ordonnance elle soit applicable, et c'est ça aujourd'hui l'objet de notre présentation, eh bien, il faut qu'il y ait un décret d'application. Et ce décret d'application, il a été adopté le 2 juillet 2020 et il y a des conséquences majeures, notamment dans la tenue des assemblées générales qui fait l'objet de nombreux débats avec la visioconférence, le formulaire et il y a de nombreux nouveaux pouvoirs pour le conseil syndical avec des délégations et des nouveaux pouvoirs pour le syndic aussi avec de nouvelles prestations qui peuvent être proposées. Donc, cette ordonnance, elle est majeure. Et elle change les règles du jeu entre les 3 organes, c'est-à-dire le syndic, les copropriétaires et le conseil syndical. Ensuite, il y a une deuxième ordonnance qui devait être adoptée en novembre 2020,
mais des informations, parce que je fais partie d'un certain nombre de colloques ou de conseils qui nous donnent des informations sur ce qui va se passer. Et la chancellerie nous a d'ores et déjà annoncé que cette ordonnance n'aura pas lieu, en tout cas, elle n'aura pas lieu maintenant, elle n'aura pas lieu en novembre 2020 pour avoir ce code de la copropriété. Donc, a priori, le cadre que je vais vous donner, c'est celui qui va s'appliquer encore pendant un certain temps. Et cette ordonnance, de toute manière, elle avait pour seul objet d'instituer un code de la copropriété. Donc, on n'aurait plus parlé dans ce cas-là de la loi du 10 juillet 65, mais du code de la copropriété. Et enfin, devrait y avoir des lois de ratification et des décrets d'application. Il y en a déjà eu un certain nombre. Et tout ça pour vous dire que la sécurité juridique, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. La sécurité juridique, c'est-à-dire de bien pouvoir connaître les règles applicables. Et c'est l'objet de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous donner à tous les règles du jeu. D'accord. Merci en tout cas pour ces précisions, parce qu'effectivement, je pense qu'on y voit plus clair entre ordonnance, décret, loi et tout ce qui est intervenu avec la loi Elan. Et effectivement, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur ce décret du 2 juillet dernier qui vient vraiment préciser du coup l'ordonnance du 30 octobre 2019. Et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui avec tous les changements que ce décret apporte sur les tenues d'assemblée générale, sur les copropriétaires, le conseil syndical, mais aussi le syndic. Donc, je vais vous laisser également nous faire un petit état de tout ce que ce décret vient bousculer un petit peu, moderniser pour beaucoup aussi. Voilà, donc je vous laisse un petit peu nous faire part des grands changements dans un premier temps pour l'Assemblée générale. Oui, alors les assemblées générales, en fait, il y a un peu un monde d'avant et un monde d'après. Il y a eu un certain nombre de modernisations dans la tenue des assemblées générales. Désormais, il y a, pour participer en assemblée générale, 4 modalités. Alors, il y en a 2 qui sont classiques et connues. Le premier, c'est la participation physique, de se présenter et de voter. La deuxième, c'est de remettre un pouvoir à un autre copropriétaire pour qu'il vote à votre place, ce qui peut faire l'objet de tractations. Il y a quand même une nouveauté concernant ce pouvoir. Avant, on pouvait seulement recevoir 3 pouvoirs et si on voulait dépasser le seuil de 3 pouvoirs, il fallait que ça représente moins de 5% des voix. On est passé à plus de 10% des voix, donc on peut détenir plus de 10%. Et encore, tout à l'heure, on parlera d'une autre exception liée au Covid. La troisième modalité, c'est le vote par visioconférence. Et à ce titre, il a été prévu dans un décret du 27 juin 2019 que l'Assemblée générale des copropriétaires peut donner son accord pour que le vote se fasse par visioconférence en déterminant le budget, les modalités techniques et les garanties d'authentification. Là-dessus, on verra que l'ordonnance Covid, elle a également donné des nouveaux pouvoirs au syndic pour organiser ces assemblées générales. Et enfin, la quatrième possibilité, c'est de permettre un vote par un formulaire, un vote à distance, par un formulaire remis au syndic. Donc ça a bien distingué du pouvoir qui lui est remis aux copropriétaires. Là, le formulaire de vote, il est remis au syndic. Donc, il est joint avec les convocations d'assemblée générale. Il est réceptionné par le syndic 3 jours francs. Donc, si vous le envoyez moins de 3 jours avant l'assemblée générale, le syndic, il n'aura plus l'obligation d'en tenir compte. C'est vraiment, il faut prévoir de bien remettre le formulaire, sinon le syndic ne pourra pas en tenir compte. D'accord. Et si jamais vous décidez finalement de venir alors que vous aviez envoyé un pouvoir, la présence physique, elle prime le formulaire. D'accord, très bien. Donc tout ça un petit peu pour lutter contre l'absentéisme et certainement les prises de décision en copropriété. Exactement. Maintenant, c'est sous réserve que le syndic il ait les moyens techniques d'assurer cette visioconférence, puisque pas tous les syndics sont équipés pour ce type de nouveauté avec des logiciels métiers adaptés.
Alors du coup, je rebondis, hein, chez Côtois forcément. La visioconférence est simplifiée. Il suffit simplement de se connecter à son espace client. On clique sur le module Assemblée Générale et on y participe tout simplement. Il n'y a pas besoin d'outils supplémentaires, il n'y a rien à télécharger. C'est vraiment sécurisé sur l'espace client avec ses codes d'accès. On a accès et on peut participer de partout maintenant à l'Assemblée Générale grâce à notre espace client. Ça, c'est vrai. Donc, ok. Donc, sur l'Assemblée générale et le vote, c'est une chose. Et du coup, sur la feuille de présence, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a, je suppose, une indication bien précise? Sur la feuille de présence, il faut noter les personnes qui sont présentes parce qu'ils ont voté par correspondance ou parce qu'ils ont ils ont voté en visioconférence. Donc en fait, toutes ces données, elles sont adaptées pour que sur la feuille de présence qui est jointe au procès verbal de l'Assemblée générale, eh bien, on puisse connaître les modalités techniques de vote qui ont été choisies, tout simplement. D'accord. Donc, entre le vote par correspondance et le pouvoir, il y en a un où on est représenté et les intentions de vote, c'est toujours un peu compliqué, alors le vote par correspondance, on est présent et en plus, nos intentions de vote sont vraiment prises en compte. On ne peut pas être trahi par un copropriétaire qui donnerait une indication différente à ce qui a été mentionné dans le pouvoir. Parce que de par la loi, le syndic, il est tenu d'écouter le mandataire, c'est-à-dire celui qui a reçu le pouvoir. Donc si celui qui a reçu le pouvoir, il dit tout et n'importe quoi, en tout cas le contraire de ce qui lui avait été dit, eh bien, il pourrait être trahi. Tandis que dans le formulaire, il indique le sens précis de vote. Et par contre, il faut faire attention parce que si vous envoyez des formulaires, il faut bien compléter toutes les mentions, sinon vous serez considéré comme absent. Et par contre, vous pouvez être rassuré parce que si jamais venait y avoir une évolution de la résolution au cours de l'Assemblée générale, vous serez assimilé à un défaillant, ce qui veut dire concrètement que vous auriez le droit de contester une résolution qui aurait été modifiée au cours des débats lors de l'Assemblée générale, ce qui ne devrait pas avoir lieu en principe. D'accord. Ensuite, nous avons le Covid qui est passé par là. Hein, qui a retardé quand même en tout cas qui a un peu gelé cette grosse période d'Assemblée générale pour une grosse partie de la période, hein, de mars à aujourd'hui même, on est encore un petit peu bloqué. Et que dit cette ordonnance justement? Cette ordonnance, elle permet de donner au syndic des droits et des pouvoirs nouveaux. En fait, le syndic, c'est un peu à la copropriété, ce que le maire, il est à la commune. Donc maintenant, il peut prendre des nouveaux pouvoirs. Il a des nouveaux pouvoirs qui sont liés aux règles d'hygiène, parce que si malheureusement, il y a des cas qui venaient à être présents dans un immeuble ou des cas contacts nombreux, eh bien dans ce cas-là, il vaudrait mieux exclure la présence physique en assemblée générale. Donc le syndic, il a le pouvoir d'exclure cette présence physique et de permettre, et dans ce cas-là, d'organiser une assemblée générale uniquement en visioconférence et avec des formulaires, donc c'est ce fameux vote à distance dont on a parlé, ou bien, si jamais il n'a pas la technique du vote par correspondance, par visioconférence, uniquement avec des formulaires. Donc, c'est un peu contraignant parce que parfois, on aime bien quand même pouvoir débattre de ce qui se passe avec au moins quelques personnes physiques qui peuvent défendre leur point de vue. Mais vu la période, eh bien, on a donné ces pouvoirs au syndic dont les droits ont été d'ailleurs prorogés parce que si des assemblées générales, elles n'ont pas pu se tenir entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 en raison du confinement, eh bien, leur mandat il n'a pas pu être renouvelé. Et pour éviter que la copropriété se retrouve sans syndic, eh bien, leur mandat, ils ont été prorogés jusqu'au 31 janvier 2021 pour éviter une vacance dans la copropriété. Ouais. Et dernier point, parce que le programme il est chargé, le mandataire, c'est-à-dire un copropriétaire qui reçoit des pouvoirs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait avoir jusqu'à 10%. Et bien maintenant, c'est passé jusqu'à 15% des voix. C'est encore une fois l'idée de limiter le nombre de personnes en assemblée générale vu la période.
D'accord. Et j'ai déjà une petite question comme ça, on est sur le sujet. Pour les convocations complètement dématérialisées, parce que le syndic n'a pas les outils nécessaires, elle est complètement dématérialisée. Quelles sont les informations qui doivent être portées sur la convocation et comment se passe l'élection du bureau? Est-ce qu'il y a un bureau? Comment se passe le dépouillement pour ces votes par correspondance uniquement? C'est une très bonne question, une question à laquelle d'ailleurs pour l'instant la jurisprudence n'a Ouais. pas répondu. Si on a une assemblée générale, la convocation, bon ça de toute manière, elle peut se faire aujourd'hui si jamais la personne elle a donné son accord, soit en assemblée générale, soit par courrier recommandé. Eh bien la convocation elle peut se faire de manière dématérialisée. De même, les notifications, les courriers recommandés peuvent se faire de manière dématérialisée, sous réserve, encore une fois, que l'accord de la personne ait été donné. Quant à la tenue d'une assemblée générale, on va dire complètement à distance, sans réunion physique, le bureau, eh bien, il sera difficilement connu avant, puisque normalement, le bureau, c'est-à-dire le président de séance et le secrétaire de séance, et le scrutateur qui accompagne le syndic, qui est le secrétaire de séance, eh bien, normalement, le bureau, il se désigne au tout début. Donc, on pourrait imaginer que des personnes l'indiquent d'ores et déjà avant la convocation et que on propose leur nom dans la convocation et dans ce cas-là, on les désignerait. Mais c'est un sujet d'incertitude qui n'a pas été vraiment prévu par les textes. Ok. Eh ben, on va continuer alors, du coup, sur les pièces annexées à la convocation. Il y a eu quelques changements également. Quels sont ces changements sur la fiche d'information et autres? Alors ça, c'est toutes les pièces qui sont… c'est le gros pavé qu'on reçoit avec la convocation pour l'Assemblée générale. Il a été complété. Donc, en plus de tout ce qui se trouve à l'article 11 du décret de 67, il y aura une fiche d'information qui est une synthèse du contrat de syndic. C'est dans l'idée, encore une fois, un peu dans une logique consumériste, de faciliter la lecture du contrat, qui est déjà un contrat type. Hein, donc, d'indiquer toutes les prestations et les prix des prestations correspondantes dans une fiche simplifiée. Le modèle, il devrait paraître par décret et on attend un retour de la DGCCRF, donc elle n'est pas encore sortie cette fiche d'information, donc ne vous étonnez pas si vous ne l'avez pas reçue avec votre convocation. Quant aux travaux d'intérêt collectif, vous savez, quand vous êtes copropriétaire, vous avez des parties, vous avez votre appartement qu'on appelle la partie privative, et si jamais il y a des travaux qui portent atteinte à votre appartement, par exemple, va y avoir des travaux d'aménagement de la cage d'escalier et il faut avoir accès à une partie de votre appartement pour réaliser certains de ces travaux, ou ça peut arriver en rez-de-chaussée ou lors d'un ravalement. Dans tous ces travaux qu'on dit d'intérêt collectif, on peut avoir besoin de rentrer chez vous. Mais le décret il précise que on doit d'abord rechercher s'il n'y a pas des solutions éventuelles qui permettent de ne pas rentrer chez vous. Et ça, cette analyse des solutions éventuelles, elle doit être jointe à la convocation d'Assemblée générale. Le troisième élément, c'est le descriptif des travaux d'accessibilité. On en reparlera tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, il y a un slide, tout à fait. Ensuite, recours à l'emprunt. Si jamais il y a un emprunt collectif, eh bien, il faut décrire les conditions de l'emprunt. Autre nouvel élément. Et enfin, on en reparlera tout à l'heure, les délégations au conseil syndical, il y a des rapports d'information à joindre. L'Assemblée générale, aujourd'hui, peut être demandée par un ou plusieurs copropriétaires. C'était déjà le cas, mais aujourd'hui, on vient réglementer les choses. Quelles sont du coup ces modifications et surtout, qu'est-ce qu'on vient encadrer ? C'est une nouveauté qui, en effet, pouvait être déjà pratiquée, mais elle est consacrée. C'est-à-dire qu'un copropriétaire ou plusieurs peuvent demander de convoquer à leurs frais
une assemblée générale concernant leurs seuls droits et obligations. C'est souvent la personne qui veut percer un mur porteur ou faire des travaux qui concernent ses droits et jouissances. Eh bien, il va devoir envoyer son projet de résolution et l'Assemblée générale, elle se tiendra 45 jours suivant le paiement des frais et honoraires, puisque c'est bien à sa charge. Donc, c'est pour éviter aussi la répétition chronique d'Assemblée générale, parce que certaines personnes pourraient être tentées d'abuser. Donc, c'est un nouveau droit pour les copropriétaires. Et au moins, c'est clarifié. C'est plus clair. Moi, je trouve que c'est bien que ce soit précisé comme ça. Et puis ensuite, on a les travaux d'accessibilité. Vous en parliez tout à l'heure. On précise rapidement du coup. Oui, alors très rapidement, parce que ça pourrait faire l'objet de développement, les travaux d'accessibilité, c'est pour permettre aux personnes à mobilité réduite, handicapées, de notifier au syndic un projet d'information pour dire les travaux et les détailler très précisément. Le syndic, il va prendre une résolution d'opposition. Systématiquement, c'est pour permettre le débat, et c'est seulement si jamais à la majorité de l'article 25, c'est-à-dire la majorité absolue des voix, pourra s'opposer à cette information. Donc l'idée, c'est de favoriser ces travaux et donc de permettre aux copropriétaires qui veulent les financer sans trop porter atteinte à la structure de l'immeuble. Ok. Bon, on pourra répondre plus précisément à des questions s'il y en a sur ce point-là. Et enfin, les dernières modifications justement sur l'Assemblée générale, on en a parlé tout à l'heure, mais rapidement également. Alors oui, on a déjà parlé des notifications électroniques. Les mandats, on en a parlé aussi. S'il y a un pouvoir qui est remis en blanc au syndic, il ne peut pas l'utiliser pour lui-même. La loi Elan l'avait indiqué. Et le décret précise qu'il doit les remettre au président du conseil syndical, et à défaut de président de conseil syndical, aux membres du conseil syndical, et à défaut de membres du conseil syndical, au président de séance. Deuxième nouveauté, le PV d'Assemblée générale, il doit être notifié dans les 8 jours suivant l'Assemblée générale. Avant, c'était le soir même, c'était un peu contraignant, et avec les décomptes des voix par formulaire, eh bien, c'était un peu compliqué, donc on a donné ce délai supplémentaire. S'il y a une irrégularité formelle dans la feuille de présence du procès verbal d'Assemblée générale, pour éviter les contestations de mauvaise foi, alors que le sens du vote, il est clairement établi, eh bien, ça ne vient pas permettre d'obtenir la nullité de l'Assemblée générale. Enfin, si jamais, vous savez, il y a des passerelles qui ont été créées. Les passerelles, oui. Alors, c'est un peu technique, mais on y vient rapidement. Il y a 3 majorités. La majorité de l'article 24, c'est la majorité relative des voix exprimées. La majorité de l'article 25, c'est la majorité absolue. Si jamais on n'obtient pas si on a plus du tiers des voix, eh bien, on peut passer à la majorité de l'article 24. Ensuite, à la majorité de l'article 26, qui est une citadelle imprenable, puisqu'il faut avoir la double majorité, c'est-à-dire la majorité des membres plus les 2 tiers des voix. Eh bien, cette majorité, comme elle était difficile, on a créé une deuxième passerelle, c'est celle de l'article 26.1, qui permet, si jamais on a à nouveau la majorité des membres et le tiers des voix, de passer à la majorité de l'article 25. Alors, certains s'étaient demandé si on pouvait passer de la passerelle de 26.1 à 25.1 pour au final arriver à la majorité de l'article 24. Et ça, ce n'est pas possible, le décret, il l'a précisé. Ok, bon, ça c'est une bonne précision. Et puis enfin, les notifications électroniques. On vient d'en parler, c'est-à-dire si le copropriétaire il a donné son accord, eh bien, on pourra lui faire une notification électronique. Très bien. On a conféré plus de pouvoir du coup au conseil syndical, et le décret vient également préciser, je crois un petit peu, justement ses pouvoirs et ses délégations. C'est bien ça ? Alors, exactement. Le conseil syndical, il peut recevoir
ce qu'on appelle des super délégations de vote. Enfin, c'est pas le terme de la loi, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que sur toutes les décisions qui se votent à la majorité de l'article 24, c'est-à-dire les travaux de maintenance, les travaux de sécurité, les travaux obligatoires, ça peut être donc des travaux importants, un ravalement peut être prescrit à la majorité de l'article 24, eh bien, dans ce cas-là, le conseil syndical peut avoir les pouvoirs de l'Assemblée générale, pas du syndic, hein, les pouvoirs de l'Assemblée générale pour choisir. Alors, bien sûr, il y a un encadrement, hein, il y a un budget qui doit être déterminé, il y a une durée qui ne peut pas excéder 2 ans, et ça ne peut pas concerner l'approbation des comptes. Dans le décret, il nous précise que parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, il faut indiquer les appels de fonds qui seront exigibles pour les copropriétaires, qui seront liés au budget alloué à cette super délégation attribuée au conseil syndical. Donc, on peut imaginer que le conseil syndical, avec cette délégation, il puisse voter des travaux de maintenance, de la cage d'escalier, remplacement d'une ampoule. C'est surtout pour des petits travaux, notamment dans les grosses copropriétés, que ça paraît être positif. Sur les missions précisées, justement. Alors, les missions précisées, c'est 2 points. C'est que même sans habilitation, les membres du conseil syndical peuvent consulter les pièces se rapportant à la gestion du syndic. Il y a d'ailleurs des nouvelles pénalités si jamais dans le mois, le syndic ne répond pas aux copropriétaires qui en auraient fait la demande en recommandé. Et la deuxième nouveauté, c'est que le conseil syndical, il a l'obligation, en quelque sorte, de rechercher des contrats pour mettre en concurrence son syndic. En réalité, quand ça se passe bien, c'est un peu une aberration. Même l'ARC, l'Association des responsables de copropriétaires, a trouvé que c'était une trop grosse pression sur le conseil syndical. Et en tout état de cause, cette mise en concurrence, elle est plus prescrite à peine d'irrégularité de l'Assemblée générale. Donc voilà, c'est un code de bonne conduite, on va dire. D'accord. Et pour le syndic, justement, qu'est-ce que ça change tout ça ? La loi, elle vient sans cesse renforcer le contrôle à son égard. Donc, il y a une vraie paranoïa. Par exemple, il y a des mesures d'interdiction pour le concubin du syndic de participer au conseil syndical. Donc, il faut connaître le concubin du syndic. Ça va être un peu compliqué pour le président de séance. Est-ce que c'est un concubin notoire? C'est une vraie paranoïa. Ensuite, bon, après, il y a des bonnes choses. Je pense que le compte bancaire séparé, ça a permis d'avoir une clarté financière et d'avoir un compte bancaire séparé, c'est-à-dire entre le syndicat et celui du syndic. C'est une bonne chose. Il y avait des dispenses pour les petites copropriétés. Cette dispense, elle tombe à partir du 31 décembre 2020. Ensuite, il y a des nouvelles sanctions. Si jamais il y a une violation du contrat type, eh bien, il y a des amendes qui peuvent être prononcées par la DGCCRF qui peuvent aller jusqu'à 15 000 €. Enfin, le coût de l'état daté, il a été plafonné à 380 € TTC, quel que soit le nombre de lots vendus. Ensuite, on continue sur les missions précisées parce que le temps passe très vite. Sur ces missions précisées, pareil, toujours pour le syndic, l'extranet. Alors, l'extranet, donc c'est très difficile pour les petits syndics qui n'ont pas d'outils informatiques d'avoir un extranet complet, d'autant que depuis juillet 2020, il y a un certain nombre de documents obligatoires et dans les 3 mois qui suivent l'Assemblée générale ayant été appelée à connaître les comptes, il faut actualiser le montant de ces informations financières. Donc, il faut mettre à jour, a été mis à jour également le contrat type pour tenir en compte des nouvelles modifications de l'ordonnance sur les modalités de résiliation et la rémunération. Et enfin, comme je vous dis, la résiliation du contrat de syndic, les règles ont changé, puisque avant le syndic, s'il a été mis en concurrence et qu'il y avait un autre syndic qui avait pris sa place, hein, ça arrive souvent, eh bien, il devait tenir l'Assemblée générale il était viré sur le champ. C'était un peu vexatoire. Et bien maintenant, on demande au syndic, même s'il a été révoqué, même si on a choisi un autre syndic et que ça prend effet au cours de l'Assemblée, eh bien, il doit tenir jusqu'à la fin de l'Assemblée générale et c'est seulement le lendemain que le nouveau syndic pourra prendre ses fonctions. Ok. Et est-ce que l'Assemblée, du coup, peut donner une date postérieure ou obligatoirement le jour de l'Assemblée générale plus un jour franc? Est-ce que ça peut être la semaine suivante, le mois d'après?
Il y a une liberté, c'est un mandat, hein, le contrat de syndic. Donc, on peut tout à fait choisir une prise de fonction le mois qui suit. Très bien. Donc aujourd'hui, le syndic en place finit son assemblée, signe son procès-verbal avec ses copropriétaires et dès le lendemain, le nouveau syndic intervient. C'est bien cela? Exactement. Très bien. Quelques changements aussi en termes de comptabilité et de procédure pour les copropriétaires. On peut faire peut-être un petit point rapide. Oui, alors là, on est vraiment sur des dispositions d'ordre technique. L'état de répartition, il doit indiquer les méthodes de répartition des charges et distinguer les charges générales des charges d'éléments d'équipement. D'accord. On pourrait y passer plus longtemps, mais… Ouais, mais la comptabilité? Alors, la comptabilité, c'est important. Avant, il y avait les provisions spéciales qui étaient supprimées dans la loi, mais pas dans le décret. Ben là, on va jusqu'au bout, elles sont supprimées dans le décret. Donc, dans ce cas-là, il faudra voter leur remboursement ou les affecter au fonds de travaux. Pareil, il y a ce qu'on appelait les appels de fonds solidarité quand il y avait des propriétaires débiteurs. Eh bien, on a consacré ces appels de fonds en les appelant les avances destinées à pallier un manque de trésorerie temporaire, qui seront remboursables aux copropriétaires. OK. Les procédures judiciaires, vous connaissez ça, hein? Bah oui, les procédures judiciaires, dans tous les immeubles, malheureusement, ça peut arriver. Là, c'est un peu particulier parce qu'on voudrait opposer le syndic et le conseil syndical en cours de mandat. C'est des associations de consommateurs qui ont un peu poussé pour mettre ce type de procédure, alors que si ça se passe mal avec votre syndic, je vous conseille de le révoquer et s'il a commis des fautes, d'agir après à son encontre. Parce que coexister avec un syndic avec lequel vous avez agi à son encontre, c'est pas forcément opportun, c'est compliqué. Néanmoins, le président du conseil syndical ou certains copropriétaires peuvent agir pour carence ou inaction dans une procédure accélérée au fond, au moins que la procédure aille vite. Et soit ce sera la représentation par le président du conseil syndical, soit par… si c'est le quart les copropriétaires qui représentent au moins le quart des voix, ce sera un mandataire ad hoc qui sera désigné en justice. Les charges de frais de la procédure devraient être indiquées dans la résolution parce que si c'est par exemple le quart des copropriétaires, eh bien, ce sera à eux de supporter les conséquences de cette procédure si jamais elle venait être infructueuse ou bien l'ensemble des copropriétaires si c'est le président du conseil syndical sur délégation de l'Assemblée générale. Très bien. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. On va finir avec les petites et micro-copropriétés. On va peut-être définir déjà ce que sont les petites micro-copropriétés. Oui, alors on a soit des copropriétés de moins de 5 copropriétaires et dont le budget est faible, soit des copropriétés à 2, c'est ce qu'on appelait le mariage sans divorce. Et dans ces copropriétés, parfois, il y avait des règles qui étaient un peu trop rigides et mal adaptées. Et donc là, on a adopté des règles plus souples qui ressemblent un petit peu à celles de l'indivision pour qu'il y ait moins de formalisme et qu'on puisse faire des consultations où l'ensemble des copropriétaires se prononcent sans qu'il y ait une convocation, des délais de 21 jours, etc. etc. Donc, on a facilité la prise de décision. Il faut quand même qu'il y ait un registre des PV et que soit indiqué la saisine du juge, elle est facilitée pour si jamais il y a des contentieux entre les copropriétaires dans ces petites copropriétés. Donc, si les accords de tous sont recueillis par écrit, à partir du moment où on les consigne, ça vaut Assemblée générale quasiment en termes de décision. C'est bien Exactement. Ça. Okay. Exactement. Donc, ça facilite vraiment la gestion des petits ensembles. Très bien. Nous avons terminé pour cette présentation. Merci beaucoup, Maître, vraiment pour ces éclaircissements. Je pense qu'on y voit bien plus clair maintenant. J'ai quelques questions, donc je vais vous les poser déjà. Voilà. Alors, les nouveautés liées à l'ordonnance Covid seront-elles toujours valables après la crise, comme le vote par correspondance, la visio? Bien, parfois, ce qui est temporaire devient définitif, mais là, on a une date qui est annoncée, c'est-à-dire qu'à compter du 31 janvier 2021, les dispositions provisoires cesseront. Néanmoins, la visioconférence et le vote par correspondance étaient déjà prévus par l'ordonnance du 30 octobre et le décret du 2 juillet, donc c'est
facultés, elles se poursuivront, mais pour ce qui concerne la visioconférence, elle devra être mieux encadrée, c'est-à-dire qu'elle devra être prévue en assemblée générale en définissant le cadre, les modalités, les garanties d'authentification. Tandis que là, le syndic, il peut les mettre en place sans même qu'il y ait eu une décision d'assemblée générale préalable. Merci. Une autre question, c'est quoi un état daté? C'est vrai qu'on en parle tout le temps, mais on ne le précise pas. Alors, qu'est-ce qu'un état daté? Un état daté, c'est quand il y a une vente immobilière, quand un copropriétaire vend son lot, il y a un certain nombre d'informations obligatoires qui doivent être communiquées, notamment les quotes-parts de charges correspondants, les éventuelles procédures en cours. Donc, il y a toute une liste d'informations obligatoires qui doivent être mentionnées. Donc, c'est un travail que le syndic va faire à chaque transaction, de les collecter, de les réunir et de les envoyer au notaire pour que la transaction puisse se réaliser. Merci. Autre question, je fais partie d'une petite copropriété. Pouvons-nous voter les décisions hors AG? Bon, ça, on a répondu. Ou devons-nous faire une assemblée générale extraordinaire? Donc, rapidement, on y a répondu. C'est effectivement petite copropriété. Alors, tout dépend ce qu'on appelle petite copropriété, mais pour les copropriétés de moins de 15 000 € de budget ou en tout cas moins de 5 lots, effectivement, si je ne me trompe pas, maître, pas besoin de faire une assemblée générale à partir du moment où tous les copropriétaires sont d'accord et l'indiquent par écrit. Donc oui, il est possible de procéder à cette consultation écrite ou une réunion à la place de la tenue générale lorsqu'elle ne porte pas sur la décision d'approbation des comptes. Des comptes. D'accord. Oui. D'accord. Comment obliger mon syndic à convoquer l'Assemblée générale annuelle malgré de multiples relances? Alors, il y a pour ça des possibilités judiciaires, c'est-à-dire que lorsque le syndic ne convoque pas l'Assemblée générale, en principe, le conseil syndical, le président du conseil syndical peut lui en faire la demande et à défaut solliciter pour inertie du syndic l'organisation d'une assemblée générale. Donc, c'est une procédure judiciaire. Ok. À qui revient les frais d'installation de la mise en place de la visio pour la tenue de l'Assemblée générale? Bonne question, j'avais prévu de le dire, mais le temps nous est compté. Les frais sont à la charge, et ça a été expressément indiqué par le décret, ils sont à la charge du syndicat des copropriétaires. Donc, c'est un coût. Après, voilà, chaque syndic a ses modalités de facturation propres, mais parfois, il va y avoir un prestataire externe qui va organiser cette visioconférence. Parfois, ça va être le syndic qui va avoir lui-même le matériel et refacturer avec parfois des conventions de prestation de services. Donc, il y a plusieurs modalités, mais il est bien noté que c'est à la charge du syndicat des copropriétaires. Merci. Avec le report des assemblées dans l'année 2020, mon AG 2021 se fera-t-elle aux dates habituelles ou seront-elles décalées, par exemple, en octobre ou en février? L'Assemblée générale, elle est censée se tenir dans les 6 mois qui suivent la clôture des comptes. Et donc là-dessus, ça ne change pas. Seulement, voilà, pour éviter que des assemblées générales se réunissent dans des lieux qui seraient affectés par des cas contacts, des cas Covid, eh bien, on a prévu que le syndic peut aller jusqu'au 31 janvier 2021 pour convoquer son assemblée. Donc, c'est la date ultime. Après, forcément, consécutivement, ça peut changer les dates de convocation habituelles, mais il restera voilà, cette date des 6 mois. Pour les micro-copropriétés, peut-on ne pas avoir de compte séparé, de compte bancaire tout simplement?
À compter du 31 janvier de l'année prochaine, à la fin du 31 décembre, pardon, cette possibilité qui était une dérogation qui devait être votée de ne pas avoir de compte bancaire séparé est tout simplement annulée. Donc, il y aura l'obligation d'avoir un compte bancaire séparé. Même pour les toutes petites copropriétés à deux au micro, obligation d'avoir un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires? Non, pour les petites copropriétés, vous avez raison, est maintenu, c'est-à-dire pour les copropriétés de moins de 5 lots et dont le budget prévisionnel est inférieur à 15 000 euros. D'accord. Le compte bancaire séparé, peut-on avoir un peu plus de détails à ce sujet du fait de la loi Elan? Le compte bancaire séparé, on a indiqué qu'il était obligatoire pour toutes les copropriétés d'avoir un compte bancaire séparé. Il n'y a plus de dispense possible. Ouais. Un président, est-il nécessaire au sein du conseil syndical? L'organisation du conseil syndical, elle est libre. Elle peut être prévue par des stipulations du règlement de copropriété. Sachant que la loi, elle donne au président du conseil syndical plusieurs droits et prérogatives, il est fortement recommandé au conseil syndical de se réunir à l'issue de l'Assemblée générale pour désigner son président, puisque seul lui pourra bénéficier d'un certain nombre de pouvoirs qui lui sont dévolus. Par exemple, pour une délégation, là, les fameuses nouvelles délégations, eh bien, le président, il a une voix prépondérante si jamais il y a une égalité des voix entre les copropriétaires pour une décision. Donc, il est fortement recommandé d'avoir un président de conseil syndical qui sera un bon interlocuteur en plus pour le syndic. Très bien. Du coup, on va arrêter, je pense, les questions parce qu'on en a beaucoup. Je vous propose d'arrêter là, de continuer à poser les questions vous avez notre adresse mail hello@cotois.fr. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous tâcherons d'y répondre très rapidement avec vraiment des questions, enfin les réponses appropriées et personnalisées. Et je vous remercie vraiment d'avoir participé à ce webinaire, à ce premier webinaire. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Merci Maître pour tous ces éclaircissements et je vous dis à très vite. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup Annabelle. Merci à tous pour votre participation. On aura donc en effet l'occasion d'échanger avec Annabelle sur les différentes questions que vous allez nous remettre. Et j'ai également hâte de vous revoir pour de nombreux webinaires organisés par Cotois.